qui se sont fortement opposés à ce projet d'ailleurs. Je donne la parole pour cette deuxième salve de questions à François-Xavier Tchécoli. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le gouvernement envisage une augmentation significative de la taxe de solidarité sur les transports aériens, une mesure qui devrait rapporter plus de 500 millions d'euros, contribuant ainsi au rétablissement de nos finances publiques. Si je soutiens l'effort de redressement de notre situation financière, en tant qu'élu de la Corse, il est de mon devoir de souligner les impacts particulièrement préjudiciables de ce que cette hausse aurait immanquablement sur la desserte de notre île. Quand on vit en Corse, seule région insulaire métropolitaine, se déplacer par avion vers le continent n'est pas un luxe, mais une nécessité souvent dictée par des raisons sanitaires ou professionnelles, l'alternative du bateau n'étant pas toujours envisageable. Par ailleurs, l'économie de notre île dépend fortement du tourisme, qui représente près de 40% du PIB, et dont la moitié de ses visiteurs se déplacent par avion. Madame la Ministre, est-ce que le gouvernement prévoit d'appliquer cette hausse au vol à destination de la Corse, et si ce n'est pas le cas, de quelle manière? Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur Vincent Descœurs. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaitais, comme notre collègue Berrios, vous interroger sur le relèvement du plafond mordant des agences de l'eau. Vous y avez répondu. Je voulais simplement, en écho à votre réponse, indiquer que dans un rapport que nous avions rendu avec notre collègue Yannick Horry sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique, nous avions pointé du doigt un différentiel entre les besoins en investissement pour assurer la rénovation des réseaux et la sécurisation de la ressource et les moyens disponibles, moyens des maîtres d'ouvrage et des partenaires, au premier rang desquels les agences. Donc il faut bien veiller à ce qu'il ne s'agisse que d'un report, parce que de mémoire, nous avions identifié qu'il faudrait 120 ans pour assurer le renouvellement des réseaux existants. Donc d'où l'intérêt que les agences puissent disposer de moyens. Merci, monsieur le député. Madame Danielle Brulbois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le projet de loi de finances pour 2025 inclut le futur dispositif post-ARENH. Vous avez déjà répondu à mon collègue Vincent Descœurs. Toutes les TPE auront droit à un tarif régulé. Il n'y aura plus de seuil à 36 kWh et donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, en ce qui concerne les grandes entreprises et l'industrie, elles sont très inquiètes. Et Madame la Ministre, vous vous êtes suffisamment battue pour l'industrie pour répondre à leurs inquiétudes. Elles s'inquiètent sur la redoutable complexité du mécanisme qui entraînera pour elle l'impossibilité d'anticiper les coûts et de planifier les investissements, ce qui serait dommageable pour notre réindustrialisation à laquelle nous tenons tant. Sur ma prime rénov, vous l'avez dit, les rénovations s'étaient effondrées en 2024 et en mai 2024, nous avons été obligés de revenir sur le critère de rénovation d'ampleur pour rendre éligible le monogeste. Et donc aujourd'hui, qu'en est-il de cette prime rénov? Il faut prendre en compte le fait que la plupart de nos concitoyens n'ont pas les moyens de mener en une seule fois une rénovation d'ampleur. Merci Madame la députée. Madame Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors du PLF 2024, dans le cadre des travaux du Comité national du trait de côte, nous étions entendus sur la répartition de la taxe éolienne en zone économique exclusive. Afin d'attendre les propositions du CNTC, je vous avais proposé d'attendre donc le PLF 2025. Une part devait être affectée aux communes dans le cadre du financement de leur stratégie d'adaptation face au changement climatique et notamment à l'érosion côtière, au recul du trait de côte. À ce jour, Madame la Ministre, pouvez-vous me confirmer ces intentions? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame Julie Ozen. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, hier, l'ONG Génération Future a annoncé que 71% des métabolites de pesticides à risque pour l'eau potable ne faisaient l'objet d'aucun suivi dans les eaux souterraines et de cette même eau potable. Et l'Agence européenne pour l'environnement, quant à elle, soulignait que les objectifs européens pour la préservation des cours d'eau n'étaient pas atteints, avec seulement 37% des cours d'eau en état écologique en 2021. Depuis avril, et en dépit de son absence totale d'ambition, les dispositions sur la qualité de l'eau de la stratégie Ecophyto 2030 n'ont pas vu l'ombre d'un commencement. Aujourd'hui, la mission flash sur le scandale des eaux en bouteilles présidée par la sénatrice écologiste Antoine Gulte révèle que des ministres ayant connaissance de la fraude des industriels n'ont pas mis en œuvre les mesures correctives nécessaires. Madame la Ministre, les chantiers sur l'eau sont nombreux, complexes et éminemment stratégiques. Ils sont l'un des principaux défis à relever de votre mandat.
Quand l'arrêté définissant les captages sensibles ainsi que le guide de gestion des risques, tous deux prévus avant fin 2024, seront-ils publiés? À quelle date le groupe national Merci. captage va-t-il se réunir? Et quelles Merci sont ses Madame la missions? députée. Monsieur Vincent Thiebaud. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je mène actuellement le rapport pour avis sur le programme 181 qui porte notamment sur le sujet de l'ADEME. Je pense qu'avec l'ADEME, nous avons effectivement à travers le fonds de chaleur aujourd'hui une des meilleures rentabilités en termes d'efficience de l'eau investie, puisqu'on estime, alors c'est pas 46 et 36 euros la tonne de CO2 évité, tout exactement qui a été défini par l'ADEME. Aujourd'hui, le budget est plutôt maintenu, permettra juste de pouvoir payer et subventionner les projets qui ont été conventionnés. Une grosse question se pose sur les projets sur lesquels il y a eu un accord de principe qui n'ont pas été conventionnés, qui vont potentiellement être mis en cause, et notamment une grosse inquiétude par rapport aux autorisations d'engagement qui devraient baisser de 30 à 35% sur 2025, qui ferait qu'on aura une répercussion forte sur 2026 et 2027. Dernière question sur la prévention. Je mène aussi des auditions sur le sujet du fonds Barnier. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une question de budget, des problèmes de gouvernance, des problèmes de lenteur aussi pour lancer effectivement les travaux. Et dernière question sur la protection aussi des EPCE, où il manquerait une trentaine de TP pour mener à bien l'ensemble des objectifs qui sont fixés de 27 000 contrôles par an. Merci. Merci Monsieur le député. Monsieur Gérard Le Seul. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, que nous avons combattue, prévoit la publication par le gouvernement de 2 rapports sur l'avancement du processus de fusion. L'article 15 de votre loi indique: avant le 1er juillet 2024, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains prévisionnels, techniques, financiers, etc. Deuxième point, l'article 21 de cette loi indique: au plus tard le 1er juillet 2024, le gouvernement remet à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, dont je suis vice-président, un rapport faisant état de l'avancée des travaux préparatoires à la création de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Aucun de ces documents n'a été remis aux instances concernées. Ce n'est pas sérieux. Par ailleurs, les récentes auditions menées au sein de notre commission laissent entrevoir une difficulté majeure à un bon fonctionnement de la SNR au 1er janvier. Alors, une seule question, Madame la Ministre. Faut-il un report de 6 mois ou de 12 mois? Merci Monsieur le député. Merci. Et pour terminer, Monsieur Peyot-Dufaux de nouveau. N'ayant eu aucune réponse et juste une invective, j'attends de vous une réponse un peu plus claire par rapport au financement du renouvellement du réseau ferroviaire. Voilà. Et ça serait bien de ne pas tomber dans de la politique politicienne sur des attaques d'un gouvernement ou pas. Pour rappel, parce que j'ai un peu de temps, 30 secondes, il vous suffisait, vous, macronistes, de faire ce que Marine Le Pen fait aujourd'hui, à savoir de ne pas censurer de fait et d'attendre de voir si on tombait d'accord sur un programme. Sauf que vous avez décidé de censurer. Donc voilà, ça c'était pour le gouvernement, et j'attends une réponse pour le ferroviaire, parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien de fait pour le ferroviaire et aucune volonté a priori. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, je vous laisse répondre à ces questions. Alors, on repart ici. Monsieur Tchekoli, donc vous vous préoccupez de l'impact de l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion, pas tellement dans son principe auquel vous adhérez, mais plus particulièrement sur la desserte de votre territoire. C'est une préoccupation que l'on entend sur un certain nombre de territoires pour lesquels l'accessibilité par d'autres moyens est rendue plus difficile. Donc il n'y a pas de solution évidente par train, pour le dire simplement. Je veux souligner aussi la préoccupation des territoires ultramarins. Donc ce point est effectivement un des enjeux qui sont en train d'être discutés, puisqu'il y a toute une concertation sur ce qu'on met derrière, comment on la met. La question de la continuité territoriale est évidemment un enjeu, et vous avez raison de le mentionner. C'est une forte préoccupation à la fois de ma collègue Vautrin et de nous. S'agissant de Monsieur Decker, donc votre point était plutôt pour éclairer le propos, et merci pour le sujet. Et je pense que votre rapport va être analysé très vite par mes équipes, parce que ça me permettra d'anticiper vos prochaines questions. Madame Brulebois, pardon, Madame la députée Brulebois.
S'agissant du poste à Rennes, donc, vous savez qu'il y a une clause de revoyure qui est prévue dans l'accord qui a été fait. Donc, je verrai dans les tout prochains jours le PDG d'EDF et j'ai demandé à avoir très clairement un point sur où en est la mise en œuvre de l'accord. Nous sommes dans une situation qui est un petit peu particulière puisque le niveau de prix de déclenchement de l'accord est aujourd'hui supérieur au prix de l'électricité sur les marchés. Donc c'est à la fois, je dirais, sur les marchés. Hein, c'est toujours ce problème de parler de combien vous fournissez sur les marchés. On est aujourd'hui aux alentours de 70-75 euros du mégawatt. Et combien vous payez sur votre facture ou avec le jeu du tarif de réseau, des taxes diverses et variées, vous arrivez au montant que j'ai mentionné qui sont plutôt du côté de 250 euros. Donc c'est la difficulté. Mais sur cet aspect-là, effectivement, je vous confirme que c'est un enjeu qui est pris avec beaucoup de sérieux par mes collègues Antoine Armand et Marc Ferracci à Bercy, évidemment, et moi-même et Olga Givernet, que nous allons faire le point tout prochainement pour voir où on en est dans la mise en œuvre. Sur la question de la stabilisation de la MaPrimeRénov', avec notamment la question du monogeste, c'est une demande qui est très forte de la CAPEB et d'autres de dire il faut maintenir le monogeste parce que sinon on ne va pas arriver. Moi, je l'entends, je sais que Valérie Létard est aussi des contacts étroits sur ce sujet-là. Je veux juste alerter qu'il ne faut pas mettre les Français en difficulté en finançant des installations de pompes à chaleur dans des passoires thermiques où on surdimensionne la pompe à chaleur, donc ça fait des travaux plus chers, pour un résultat qui fait exploser la facture. Et c'est vraiment là qu'est le sujet. Donc, on est très sensible aux arguments on a des difficultés à organiser la filière. Et effectivement, matériellement, on peut le constater, les 5 premiers mois de l'année, on a eu un arrêt des dossiers de MaPrimeRénov'. Donc voilà, c'est factuel, il faut le prendre en compte. Mais inversement, comment on arrive à faire des réglages pour éviter que vous ayez, à côté de gens qui travaillent très bien, des margoulins qui ont un peu tendance, et il y a même des investigations assez complètes journalistiques sur les sujets, à vendre de la pompe à chaleur comme un bien de consommation et qui finalement augmente. Enfin, alors là, on est vraiment, c'est contre le pouvoir d'achat, contre l'écologie, et sincèrement, ça finance pas tellement, ça aide pas tellement la réindustrialisation de la France, parce que ce sont souvent des pompes à chaleur de piètre qualité. Donc tout ça pour dire que ce point d'équilibre, je vais essayer de le chercher avec ma collègue Valérie Létard, qui était également très soucieuse de répondre bien au sujet. Madame Panenac, il y avait eu un très gros travail de fait sur la répartition de la fiscalité des éoliennes en mer. Je vais dire très directement, le budget 2025 n'en porte pas l'empreinte. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut sans doute se retrouver et voir comment les représentants, la représentation nationale s'en empare. En tout cas, à ce stade, il n'y a pas de bouger dans l'empreinte et dans la copie initiale. Je le dis avec toute la précaution aussi d'un budget qui a été construit pour partie par un gouvernement qui a eu 3 semaines pour se concentrer sur différents sujets. Donc, en tout cas, moi, vous connaissez ma position sur ce sujet-là. Je trouvais tout à fait intéressante les propositions qui avaient été faites. Elles doivent être concertées. Et elles doivent être liées à ce qu'on a fait, notamment dans les travaux de la CNDP, qu'on annoncera après-demain. Monsieur Ozen, Madame Ozen, toutes mes excuses. Je l'ai annoncé dans mon propos introductif, nous lançons une feuille de route sur la qualité des captages de l'eau. Donc c'est effectivement un sujet sur lequel nous avions travaillé il y a quelques mois dans le précédent gouvernement. Il est prêt et je souhaite en faire une des priorités sur ma politique de l'eau, notamment en lien avec les orientations européennes et ce que je vous mentionnais aussi sur le travail avec les intercommunalités et le bloc communal sur leur dépendance à certains points de captage d'eau et la rémanence de certaines pollutions. Monsieur Thiebaud, vous m'interrogez sur le fonds chaleur. Ce qui est intéressant à savoir sur la chaleur, c'est que pour des crédits de paiement de 10 millions d'euros, vous débloquez grosso modo 300 millions d'euros de projets. C'est la métrique.
Donc effectivement, il y a un impact assez fort sur ce type de dispositif qui n'est pas très impactant directement sur la trajectoire financière. Sur le fonds Barnier, donc j'ai pris bonne note de vos préoccupations. Sur la question des ICPE, nous avions augmenté les effectifs, notamment pour l'instruction des ICPE l'année dernière. Plus d'une centaine de TP ont été rajoutés. La trajectoire en termes de TP sur le périmètre est très légèrement haussière. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de sacrifice fait sur la transition écologique. Après, je veux alerter, il y a aujourd'hui 14 000 instructions d'ICPE en cours. 14 000 instructions, délai moyen 2 ans et demi. Donc, quand on dit délai moyen 2 ans et demi, ça veut dire qu'il y en a qui sont en 5 ans. Donc, il y a un vrai sujet d'ICPE. Voilà, c'est ça la réalité. Et vous avez un rapport de la Cour des comptes qui vient d'être rendu sur ce sujet-là et qui dit que, pour le coup, c'est pas un défaut d'organisation, c'est pas un défaut de mobilisation des instructeurs. Il y a vraiment eu un gros travail pour rassembler et c'est plutôt un satisfait quitte, et c'est rare venant de la Cour des comptes, qui est donné aux autorités instructrices. Donc c'est pour vous donner à la fois, ça témoigne du dynamisme, parce que derrière c'est tous les projets, notamment une partie des projets d'énergie renouvelable, c'est des projets industriels, enfin c'est des projets qui ont une réalité, mais effectivement il y a un embouteillage sur l'instruction des ICPE. Monsieur le député Le Seul, je suis désolée. Alors, je vais vous apporter une réponse qui va vous faire plaisir. Ces rapports ont été transmis. Ils sont en tout cas, chez moi, ils ont été transmis. Donc, ils sont en cours d'arrivée chez vous. Mais je peux vous dire que chez moi, ils ont été transmis par le secrétariat général du gouvernement. C'est un des sujets sur lesquels j'ai suffisamment suivi la réforme pour faire attention, dès les premiers jours de mon arrivée, à tenir les engagements que j'avais pris, comme vous avez raison, l'année dernière. Mais il se trouve que pendant 9 mois, je n'étais pas là. Et les deux, Donc, vous pouvez pister maintenant le rapport pour le récupérer. Monsieur Dufaux, sur les transports, il y a un choix très clair du gouvernement de privilégier les solutions les plus décarbonées, le fluvial et le ferroviaire, et en mobilisant les recettes des modes de transport, de privilégier les plus décarbonés en mobilisant des recettes des modes de transport les plus carbonés, les autoroutes avec la taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de l'année dernière, ou la hausse de la fiscalité environnementale que vous avez dans ce projet de loi de finances. On a mentionné la question des billets d'avion. Vous avez aussi, si vous regardez la maquette budgétaire, des éléments qui sont en travail, puisqu'il est annoncé des amendements gouvernementaux. Voilà, c'est le sens de l'action. Après, il faudra mettre les chiffres sur le papier pour très exactement vous répondre. Et mon collègue du ministère des Transports y travaille également. Eh bien, je laisserai le gouvernement vous répondre, en tout cas ceux qui y travaillent lorsque ce sera prêt, vous répondre en ce sens. Moi, je regarde, vous savez, je lis nos documents et je vois des choses. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins qui sont annoncés. En tout état de cause, on suivra cela. Je crois que je suis au bout. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie vraiment pour vos réponses aux nombreuses questions des députés. Et je retiens en particulier la poursuite de votre investissement, en tout cas en matière d'énergie, la prise en compte du sujet biodiversité avec la poursuite de la lutte contre la déforestation, le sujet de l'eau avec la grande conférence sur l'eau et la sécurisation des captages auxquels je suis personnellement très attachée, et puis évidemment le maintien des objectifs de la zéro artificialisation nette, mais peut-être avec une adaptation pour une meilleure mise en œuvre sur les territoires. Merci beaucoup. Chers collègues, prochaine réunion, ça fera plaisir à Monsieur Dufaux. Nous auditionnons François Durovray, ministre délégué chargé des Transports, mardi 22 octobre à 16h. Et puis on poursuivra à 21h30 avec le début de l'examen pour avis des crédits de la mission